Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un ancien joueur de l'équipe nationale du Cameroun, Ndo Joseph Cyril. Que devient Joseph Cyril Ndo? Je suis coach en Irlande, donc c'est ce que je fais. Le football a toujours été ma passion, donc je suis reconnaissant envers Jésus de m'avoir permis de rester dans cette passion-là. Et je suis très heureux d'être là en ce début d'année, et j'espère apporter des réponses qui peuvent aider les uns les autres. Monsieur Cyril Ndo, vous avez une relation très forte avec Jésus. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez rencontré Jésus? J'ai toujours eu ce regard différent de la vie, quoi, grâce à Jésus. Et je lui dois tout, absolument tout. Même comme parfois je n'écoute pas ce qu'il me dit, mais bon. Mais je lui dois tout. Il m'a permis de pouvoir réaliser des rêves d'enfant. Et pour ça, je lui dirai jamais assez merci. Tu sais, il y a une histoire, je vais raconter quelques anecdotes pour te faire comprendre. Tu te rappelles du mondial 98, n'est-ce pas? Effectivement. Bien, il y a une partie que tu ne sais pas. Avant 98, j'étais souvent appelé à l'équipe nationale pour les regroupements. Je jouais encore dans Coton. J'étais toujours appelé, mais je jouais jamais. Même les matchs amicaux, je ne jouais jamais. Et à un moment donné, spécialement en 98, nous avons fait un stage à Yaoundé. Je crois que c'était à Yaoundé. Et quand je suis revenu de là, je n'avais plus envie de repartir, quoi. Je m'étais dit, bon, c'est pas la peine que j'aille m'entraîner là-bas parce que je vais jamais jouer. Je m'entraînais déjà bien dans Coton Sport avec notre entraîneur, Jules Nyonga. Donc, je me suis dit, non, je ne vais plus partir. Alors, j'en parle à tonton Jules Nyonga et il me dit, non, il faut te calmer. Je lui dis, non. Je vais jamais jouer. Je sais que je vais jamais jouer. Alors ma décision était prise. Je ne vais plus partir. S'il m'appelle, je vais pas partir. Et 3 jours après, il y avait un autre stage qui devait se dérouler à Yaoundé. Ils ont fait la liste et mon nom n'était pas parmi. Et il faut comprendre quelque chose. À chaque fois, on appelait à peu près, nous étions 7 ou 8 de Coton. Et je crois que c'était 7. Pour la première fois, ils n'ont pris que 6. Il n'y a que mon nom qui n'était pas là. Alors, j'ai dit, ok, c'est bon, là, je n'ai même pas à prendre des décisions, c'est bon comme ça. Alors, je croyais que c'était fini. Mais, quand mes coéquipiers reviennent, il y a un coéquipier qui me dit, le coach t'a demandé. Je dis quoi? Il dit, le coach nous demande que où est Ndo. Les gars lui disent que Ndo n'a pas été appelé. Il dit non. Moi-même j'ai mis son nom. Comment il n'a pas été appelé? Comment il n'a pas été appelé? J'ai mis son nom. J'ai dit à mon coéquipier, laisse-moi les histoires là. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi les histoires là. Bien. Alors j'y prête pas trop attention et puis 2 semaines plus tard, il y avait un stage à Garoua pour la Coupe d'Afrique au Burkina. Et là, on m'appelle. Bon, évidemment, là, je ne suis plus... les émotions sont parties et tout, donc je suis un peu plus calme. Et le stage à Garoua, je suis à Garoua, donc je dis, il n'y a pas de problème. Mais dès que j'arrive au stage, l'un des entraîneurs m'appelle, il me dit, mais tu étais où? Je dis, mais coach, je n'ai pas suivi mon nom. Il dit, il y avait ton nom. Donc, Jésus a trouvé que, étant donné que j'étais dans les émotions, Jésus a trouvé que non. C'est mieux que le journaliste ne voit pas le nom là. Mais pour une raison très simple. Parce que
Si j'avais dit que je ne partais pas à ce stage-là, lorsque le coach Claude Leroy allait venir au pays et qu'il allait m'appeler, on allait lui dire que non. Le petit frère, là, il croit qu'il connaît beaucoup, il ne peut pas être à l'équipe, il a refusé d'être en équipe nationale. Tu comprends, hein? Oui. Donc, Jésus a compris que non, ce n'est pas seulement de toi qu'il s'agit. Tu es une porte ouverte pour la bénédiction de pas mal de personnes. Donc, tes émotions, on va un peu mettre ça de côté. Je ne vais pas prendre le risque d'arrêter de bénir les autres parce que toi, tu as tes émotions. Et il a préféré ne pas citer mon nom. C'est juste pour te montrer à quel point lorsque tu décides de marcher avec Jésus, à quel point Jésus travaille dur pour ton bonheur et le bonheur de ceux qui sont autour de toi. S'il n'avait pas intervenu, la Coupe du Monde 98, je n'allais jamais y participer. Et je lui ai dit énormément merci, énormément. Et ça m'a aussi fait comprendre que, tu sais, lorsque tu es un pont, lorsque tu es un lien de transition, il y a certaines attitudes que tu ne dois pas faire, que tu ne dois pas avoir. Il y a certaines émotions que tu ne dois pas laisser te dominer. Parce qu'à travers toi, Jésus doit bénir d'autres personnes. Et si tu as ces émotions-là, c'est difficile. Parfois, tu es obligé de ravaler ton orgueil pour le bien de tout le monde. Donc, après le stage à Garoua, on fait la liste pour les joueurs qui vont participer à la Coupe d'Afrique au Burkina. Et après la Coupe d'Afrique, on nomme Claude Leroy. Et je me rappelle que 2 mois avant la Coupe du Monde, je me blesse au niveau de la cheville. Et lorsqu'on nomme Claude Leroy, je suis blessé. Mais seulement, je me suis rappelé, lorsque j'ai suivi le nom du coach Claude Leroy, que en 1994, Oui. durant la Coupe du Monde, j'avais dit à l'un de mes amis que la prochaine Coupe du Monde, j'y serai. Et après cette conversation, j'ai eu une autre conversation avec le papa et je lui ai dit, je vais participer à la prochaine Coupe du Monde si l'entraîneur est un Brésilien ou alors Claude Leroy. C'est incroyable, hein? Ouais, vraiment incroyable. Mais seulement avec ma blessure, je n'y prêtais plus attention. 1 semaine, il n'y a pas d'évolution. 2 semaines, il n'y a toujours pas d'évolution sur la blessure. Et là, j'ai une conversation avec le coach Nyonga. Je lui dis que j'aimerais aller à Yaoundé pour voir un kiné. Il me dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'arrive à Yaoundé, je commence les soins. 2 semaines après être arrivé à Yaoundé, ça allait déjà mieux. Je courais déjà, je ne ressentais plus aucune gêne. À la 3e semaine, je crois qu'Oton devait jouer à l'Ouest. Je ne sais plus exactement contre qui. Et à leur retour, le coach Nyonga est venu à la maison prendre des nouvelles, comment ça va et tout. Je lui dis ça va mieux. Ma cheville, j'ai déjà une liberté de mouvement au niveau de la cheville. Je me sens déjà bien. Physiquement, j'ai retrouvé mon niveau. Il me dit c'est bien et il faut déjà que tu rentres quoi. S'il y a un autre problème, on pourra régler ça là-bas. Mais il faut déjà que tu rentres parce qu'on a des matchs importants. Je dis d'accord. Donc je rentre avec l'équipe. Ils avaient joué, je crois, mercredi et ils rentraient jeudi. Donc je suis rentré avec eux. Et quand on arrive à Garoua,
On a un entraînement le vendredi. Et j'ai encore une autre discussion avec le coach Nyonga. Il me dit, voilà, on aura un match le mercredi prochain à Douala, je crois, contre l'Union de Douala, tu vois. Oui. J'ai dit, ok. Il me dit, je vais commencer. En fait, tu vas commencer le match. Oui, je vais commencer le match. D'accord. Je n'ai jamais senti le stress ou bien la pression. Pour moi, c'était toujours un plaisir de jouer. Donc, vendredi, je m'entraîne. Samedi, je m'entraîne. Et puis, lundi, on devait voyager pour Douala, pour jouer mercredi. Dimanche, avant le voyage, on annonce à la radio que notre match en retard contre le Canon va se jouer le dimanche après le match contre l'Union qui se jouait le mercredi. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que le match contre le Canon devait se jouer pendant que j'étais blessé. Et le match a été renvoyé, je me rappelle plus les raisons. Dimanche à l'entraînement, le coach me dit, bon voilà, tu vas voyager mardi, pas lundi, tu vas voyager mardi. Parce que je devais m'entraîner lundi 2 fois, et puis je m'entraînais encore mardi avant le voyage. Donc, toute l'équipe voyageait lundi, moi je voyageais mardi. Donc, j'ai encore fait des séances supplémentaires. Et mardi matin, j'ai voyagé avec le kiné et un autre coach. Parce qu'ils étaient restés pour travailler avec moi. On arrive à Douala. J'ai une autre réunion avec le coach Nyonga. Il me dit, tu ne vas pas jouer à Douala. Tu vas jouer dimanche à Yaoundé. Parce que Claude Leroy sera là. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand tu t'es préparé, tu n'auras qu'une seule chance. Et je savais que je n'avais qu'une seule chance, qu'une seule opportunité d'aller au mondial. Ah oui. Il fallait que je joue devant Claude Leroy. Donc, on finit le match à Douala. Et on a joué mercredi. Jeudi, on descend sur Yaoundé. Oh, j'étais en joie. J'étais en joie. Je disais seulement que, oh, merci Seigneur pour l'opportunité, merci Seigneur pour l'opportunité. Dimanche, le jour du match. Échauffement, après échauffement, on entre au stade pour commencer le match. Je regarde à la tribune présidentielle. Il n'est pas là. Claude Leroy n'était pas là. Claude Leroy n'est pas là. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Tous les entraînements que j'ai fait et tout ça, maintenant j'arrive ici, le gars n'est pas là. C'est comment ça? 10 minutes après le début du match, j'entends une clameur dans le stade. Et je regarde, le gars, il fait son entrée à la tribune présidentielle. Quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, maintenant, showtime. Je n'ai même pas donné au type le temps de s'asseoir. Ah non, 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 j'ai fait un récital. Wow. J'ai sorti tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Je me suis régalé. J'ai dit que ici, là, Papa Claude, tu vas m'appeler par force. Non, j'avais fait un récital. C'est-à-dire que tout mon talent était dehors ce jour-là. J'ai utilisé tout ce que Jésus m'avait donné. Tout. Après 75 minutes, le coach Nyonga me remplace. Et j'étais épuisé. Parce que c'était mon premier match depuis 2 mois. Oui, depuis 2 mois. Mais tu sais, ça dit, je sors avec la satisfaction du travail bien fait. C'est-à-dire, moi-même, je sais que le type là, il a été impressionné. Tu comprends, non? C'est-à-dire que La confiance en soi. le lendemain, on rentrait à Garoua. Et à l'aéroport de Nsimalen, il y a un monsieur que je le voyais souvent causer avec le papa. Et quand j'étais petit, je sais pas s'il travaillait avec le papa, je sais pas. Mais il était basé à Garoua.
Et je voyais souvent avec le papa à Yaoundé de temps en temps. Et il m'appelle, Ndo. Il dit, oui, monsieur. Il me dit, viens. Il me dit, je voulais juste annoncer que tu es déjà dans la liste des joueurs qui iront au mondial 98. Je dis, je comprends pas. Il me dit, j'étais assis à côté de Claude Leroy. Et ce que tu as fait, c'était impressionnant. Il ne parlait que de toi. Il demandait qui est ce joueur-là, Donc, quand moi je quittais Yaoundé là, je savais déjà que mon nom est dedans. En fait, quand on m'a remplacé là, je savais déjà que mon nom est dedans. Parce qu'il y a une certitude que j'avais, c'est, étant donné que le coach Nyonga avait travaillé auparavant avec le coach Claude Leroy, tu vois, non? Oui. Et les deux ont des similarités par rapport aux joueurs qu'ils aiment. Et comme le coach Nyonga m'aimait, je savais que le coach Claude Leroy va m'aimer. Mais le plus impressionnant là-dedans, tu sais, c'est que parfois on s'inquiète, parfois quand on est dans des moments sombres, dans des moments difficiles, où on ne voit pas la lumière, on ne voit même pas comment on va faire pour s'en sortir. On pense que l'opportunité est déjà passée. Mais ce que Jésus a fait, c'est quoi? C'est qu'il a mis pause. Il a d'abord mis pause. Et il a dit, allons d'abord régler le problème de la cheville. Et dans cette pause-là, il a pris le match contre le Canon. Il a dit, je garde ça. Quand tu finis de régler le problème, tu reviens, il m'est plaît. On continue comme si de rien n'était. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, c'est après que j'ai su que le coach Claude Leroy ne devait même pas être au stade. Il avait son vol ce jour-là, Yaoundé-Paris, à, je crois, 23h, quelque chose comme ça. Il apprend qu'il y a un match, il dit, bon, allons d'abord au stade, et après le stade, on ira directement à l'aéroport. C'est-à-dire que Jésus a fait en sorte qu'il vienne au stade, juste pour moi. Mais quand tu vois le timing de ma blessure, je n'avais aucun espoir de participer à la Coupe du Monde. Tu comprends? Oui. Le temps que je revienne, le temps même que je reprenne les entraînements, il n'y avait aucun espoir. Mais il l'a fait. Jésus a dit, ne t'inquiète pas, petit. Je suis le seul qui peut faire l'impossible. Et il a mis tout en place que lorsque je vais revenir, tout cela va se mettre en unisson. Et ce sera parfait. Ah oui. Entre le match à Douala, le match à Yaoundé, le coach Claude Leroy qui doit partir à l'aéroport, mais qui s'arrête d'abord au stade, tout était coordonné d'une façon parfaite. Et puis là, après, je crois quelques semaines, on sort la liste des amateurs présélectionnés. Et durant le stage, on jouait, on faisait des matchs le matin, on faisait des matchs dans l'après-midi. J'étais dans une forme incroyable. Et je crois qu'il a aussi fait, il a fait exprès. En fait, il nous a mis, et nous étions les seuls, tous les joueurs de coton étaient dans la même équipe. Wow. Je crois qu'il a fait sciemment parce qu'il nous avait vu jouer. Et il s'est dit non, tous les joueurs de coton étaient dans la même équipe. Oh, je me suis régalé. Je me suis régalé. Et c'est là où j'ai confirmé que je suis parti. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, durant les matchs, j'étais déjà épuisé. Épuisé. Et le coach Claude Leroy, c'est lui qui arbitrait la plupart des matchs. Donc à un moment donné, on s'est retrouvés côte à côte. Il me dit, ça va? Je lui dis, là je suis épuisé, je sors de blessure. En fait, je lui parle comme si on se connaissait depuis. Là, je suis épuisé, je sors de blessure. Il dit, oh, ok, il n'y a pas de problème, tu peux aller te reposer. Et là, je sors, un autre joueur entre. Parce que normalement, quand
quand tu es en train de te chercher, l'entraîneur te demande ça va? Tu dis oh ça va très bien, même si tu es fatigué. Et là j'ai su, c'est bon pour moi. Tu vois comment Jésus m'a sauvé? Je vois, oui. C'était des moments difficiles et en même temps c'était des moments de confiance. Où il est en train de dire que je t'ai toujours dit que je serai avec toi. Ne crains pas. Je suis là. Je suis là. Ne crains pas, je suis là. Donc, c'est un peu ça l'histoire de la Coupe du Monde 1998. C'est pour ça que je dis je lui dois tout. Je lui dois tout et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le coach Nyonga? Le coach Nyonga m'avait pris après que j'ai décidé de quitter le Canon. C'est-à-dire, il a amené mon jeu à un niveau encore plus élevé. Parce que lorsque tu marches avec Jésus, il va toujours mettre autour de toi des gens qui vont élever ton talent. Et pour moi, aller à Garoua, une ville où c'était la première fois de vivre en dehors de la maison familiale, avoir le coach Nyonga, ça a permis que mon talent puisse éclore. Parce que ce n'était pas seulement un coach, hein. Moi, je partais souvent manger chez lui. Il m'a donné ce sens du travail, là. Je me rappelle encore une fois, on avait souvent entraînement très tôt le matin. Durant la préparation physique, on avait eu 2 entraînements la veille, et j'étais fatigué. Le lendemain, on avait un entraînement à 6 heures, et on devait courir. Et là, j'entends la sonnerie de ma porte. J'entends la sonnerie de ma porte. Je me réveille, je vois 6h15. Je dis, qu'est-ce que je veux faire? Oh, qu'est-ce qu'il va dire au coach? Là, j'ouvre ma porte. Toute l'équipe est devant ma porte. Toute l'équipe est devant ma porte. Incroyable. Ils sont devant ma porte. Ils sont en train de sautiller devant ma porte parce que ils avaient couru du stade jusqu'à ma porte. Ils sont là, ils sont en train de sautiller. Et là, j'ouvre la porte. Le coach Nyonga me dit, Joe, laisse la petite là, allez, je viens sortir. Joe, laisse la petite et sors. J'ai dit oui, coach. Je m'habille rapidement. Allez, je ferme la porte, on commence. On a fait une course de 45 minutes. C'est juste pour te montrer l'amour qu'il avait pour moi. Comme c'était le seul entraînement qu'on avait ce jour-là, il s'est dit, non, tu vas pas rater cet entraînement-là. Je vais aller te réveiller. Non, mais j'ai beaucoup évolué tactiquement avec lui. Énormément évolué. C'est-à-dire qu'il m'a appris les fondations. Les fondations même du football. C'est d'abord je crois le coach Eyum dans le Canon qui m'a donné les fondations du travail. Il m'a dit si tu veux être un grand joueur, tu devras travailler très très dur. Et ensuite, on a eu Monsieur Louis Paul Fédé. Ses conseils m'ont aidé énormément. Évidemment, nous avons eu aussi Marc-Vivien Fouet. Il était comme un grand frère pour moi. Donc tu vois, le Seigneur a mis pas mal de gens autour de moi
pour pouvoir m'aider à atteindre le niveau que je voulais atteindre. Exactement. Tu sais, une anecdote avec Monsieur Louis-Paul Fédé. Je me rappelle, on courait une fois dans le canon, on court, et puis je suis derrière en train de chatter un peu là. J'ai chatte un peu avec d'autres gars. Il appelle Ndo. Je dis oui grand. C'est la dernière. Tu sais comme il ouatisait souvent là. C'est la dernière fois que tu cours derrière moi. T'as suivi? Il dit oui grand. Tu vois, il te donne la discipline. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ton talent se perde. Tu n'es pas venu aux entraînements pour causer avec les gens. Comment il avait déjà près de la trentaine, et puis un jeune de 18-19 ans, il court derrière lui. Tu dois courir devant. C'est pas toi qui cours derrière. Mais aussi, quand tu es ignorant, tu ne sais pas, tu te dis que non, c'est juste une petite course et je peux causer avec des coéquipiers. Non, tu n'es pas venu causer. Parce que si tu prends déjà l'habitude à cet âge-là de causer, c'est comme ça que tu vas grandir avec les mauvaises habitudes. Tu viens pour développer ton jeu, pour être meilleur, c'est pas pour causer. Pour Marco, il était déjà bien connu dans le canon, au Cameroun et tout le reste. Donc Marco, lui, ne parlait pas beaucoup. J'ai fait combien? Près d'1 an et demi, 2 ans avec lui dans le canon. C'était juste bonjour. Marco ne parlait pas. Il te dit bonjour, c'est fini. Après là, c'est seulement ballon. Et c'est justement en 98, lors de la préparation de la Coupe d'Afrique au Burkina, qu'on s'est vraiment revu. Et là, on était cochambriers. Parce qu'on était 2 par chambre. Donc, là, on m'a donné la chambre avec Marco. Et c'est là où j'ai découvert que, mais ce gars, c'est un blagueur terrible. Il semble comme ça, mais le gars, il a ces histoires dormies debout. Des histoires dormies debout. Et ça a juste pris. Ça a pris. On passait des heures à parler. Il m'expliquait comment le business marche, comment le football. Et un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était entre Marco, Rigo et moi. Nous sommes à table. Et c'est aussi la première fois que je voyais Rigo. Et je demande à Marco en solo que... Marco, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit là que Rigo fume le njap? Parce que c'était le commentaire du quartier, non? Marco me dit, attends. Et il fait, Rigo, viens. Il dit à Rigo, mon petit demande que, est-ce que c'est vrai que tu fumes le njap? T'as dit que Rigo m'a seulement regardé là, secouer la tête. Je dis que non grand, c'est pas ce que... Aïe. Les commentaires du quartier, hein, il faut pas mener ça partout. C'est-à-dire, tu sens que Rigo avait déjà suivi ces commentaires-là, même que ça lui disait plus rien. C'est-à-dire, il m'a seulement regardé la souris. J'ai dit à Marco que c'est comment, non? Comment tu peux faire, il te demande quelque chose en solo. Il me dit que, mais, toi, tu viens me demander, je suis Rigo. Rigo est là. Tu ne peux pas lui demander. Mais c'est à moi que toi, tu viens demander. Que penses-tu de l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT? Non, mais c'était une grande nouvelle. C'était une grande nouvelle, une grande et bonne nouvelle pour le football. Je crois que Samy n'a jamais, je ne pense pas qu'il ait eu des envies d'être à la fédération, mais à un moment donné, il ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il y a des choses que même quand tu veux t'éloigner, à un moment donné, ce pourquoi tu étais né,
tu dois le faire. Donc je ne pense pas que il avait ça dans son programme, parce que c'est pas quand même quelque chose de facile. Mais à un moment donné dans sa vie, c'était la seule chose à faire. Je crois que s'il ne l'avait pas fait, il n'allait pas être complètement heureux. Parce qu'il allait trouver qu'il y a quelque chose qui manque, il allait trouver que il pouvait apporter quelque chose et il ne l'a pas fait. Donc ça a été une bonne nouvelle pour le football, et ça a été une bonne nouvelle aussi pour lui, pour sa propre vie, pour son propre épanouissement. Il nomme Rigobert Song comme sélectionneur de l'équipe nationale. Ça a été la nomination qu'il fallait. Ouais, tu sais, c'est question de tandem. Et les deux travaillent ensemble. Les deux ensemble, c'est la paix parfaite. Parce que le travail que Samy fait en dehors, Rigo ne peut pas le faire. Et le travail que Rigo fait sur le terrain, Samy ne peut pas le faire. Je pense qu'ils avaient le plan, c'était vraiment de pouvoir former une équipe qui aura des résultats pendant des années. Quand ils voyaient les jeunes qui arrivaient, ils se disaient oui, nous pouvons le faire. Et tu peux voir la complicité qu'ils avaient. C'était le duo parfait. Et j'espère que un jour ils vont reformer ce duo-là. Chacun avait son rôle. Chacun connaissait sa limite. Et nous verrons plus tard à quel point ce duo a voulu changer le football au Cameroun. Mais pour moi, c'était le duo parfait. Personne n'a sa place assurée. C'est difficile de motiver quelqu'un qui n'a aucune motivation, qui ne comprend même pas pourquoi elle est là. C'est très difficile. Qui a sa place assurée au Real de Madrid? Personne. Est-ce qu'on sait les discours que ces joueurs reçoivent dans leur club? Il était gentil avec eux. Dans les clubs, est-ce que tu peux imaginer un discours qu'on reçoit souvent à mi-temps? Ou parfois même quand un entraîneur est fâché, il prend la bouteille, il balance au mur, il jette les tables. Qui parle? Personne ne parle. Et pour des joueurs professionnels de trouver que ah non, et tout fait fort. Non, je crois que son discours était parfait, mais c'est l'audience qui n'était pas appropriée à ce discours. Je crois que ce discours-là était dédié à la prochaine génération. Parce que c'est un discours qui était dédié aux gens qui n'ont rien à perdre. Pourquoi? Parce que quand ils regardent leur passé, ils savent que le futur sera toujours meilleur. Parce que si Rigo était resté encore 2 ans, 3 ans, je te dis, on allait avoir une équipe incroyable. On allait avoir une équipe. Rigo ne pouvait pas arriver et puis changer toute l'équipe. Ça ne se fait pas. Tu vas apporter des changements petit à petit. Il y a des changements techniques que tu vas apporter. Il y a des changements disciplinaires parce qu'il y a des joueurs qui n'ancrent pas dans ta philosophie de discipline, dont il faudra les mettre de côté. Donc tout ça, tu le fais pas à pas parce que si tu viens et puis tu dis bon voilà les 20 joueurs qui étaient là, vous êtes de côté, maintenant on va amener 20 nouveaux joueurs. Non, ça va prendre plus de temps. C'est-à-dire, on a raté une occasion de pouvoir construire quelque chose d'incroyable. On a raté une occasion. Je prie vraiment que ce duo-là puisse se reformer. Parce que côté, je pouvais voir ce qu'ils étaient en train de réaliser. C'est pour ça qu'il dit, on a raté quelque chose d'incroyable. Parce que quand je vois, l'équipe des jeunes, l'équipe des jeunes qu'on a, oh là là. Avec Rigo et Samy. Non. Ces jeunes allaient nous remporter des titres pendant des années. Tu sais, et c'est quelque chose que, comme je dis, chaque histoire renvoie toujours à la Bible. Tu comprends, non? Jésus a dit, tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans de vieux vases. Tu mets du vin nouveau dans des vases neufs. Donc tu vois que
Samy essayait de mettre du vin nouveau dans des vieux vases. Donc la génération qui vient juste derrière, ces jeunes-là sont frais, ils n'ont pas des idées qui les limitent au succès. Ils n'ont pas d'idées, ils n'ont rien qui les limite au succès. Donc ils ont une capacité d'apprendre des choses nouvelles. Ils ont une capacité de voir le futur différemment. Et c'est pour ça que je dis, ce discours-là était destiné à ces vases tout neufs. Jésus ne pouvait pas enseigner les prêtres qui étaient déjà là pendant des années. Il le regardait comme un petit, tu es en train de nous dire quoi là? Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Samy parle, il regarde, que dis donc, laisse-nous ça. Tu as fait ton temps. Il vient encore parler la deuxième fois. C'est-à-dire que pendant qu'il parle là, les yeux disent seulement que, regarde-moi le jaloux là. Et ça commence. Ah oui, il veut toujours être bien vu. Il veut toujours qu'on parle de lui. C'est toujours lui. C'est notre temps maintenant. Et maintenant, lui vient nous montrer que, tu vois un peu? Oui. Mais, les jeunes de derrière, ils n'ont pas ces idées-là. Ils n'ont pas ce cœur-là. Ils ont un cœur d'apprendre. Ils ont un cœur d'évoluer. Ils ont un cœur, un désir de prouver. Ils ont un cœur d'écrire l'histoire. Ils ont un cœur d'élever le nom de leur famille. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ce que Eto et Son vont dire, ils vont juste assimiler. Ils n'ont pas de limites. Mais c'est pour ça que je t'ai parlé de ce duo. C'est l'un des meilleurs duos qu'on a eu en termes de management. On n'avait aucune chance de se qualifier pour le Qatar. Aucune chance. Mais on l'a fait. Une fois qu'on se qualifie. Il dit que nous devons aller en Coupe du Monde et tout faire pour gagner. Et il croit en ce qu'il dit. Ça, c'est ce. Il croit en ce qu'il dit. Rigaud croit en ce que Samy dit. Donc, tu vois que nous avons les deux têtes pensantes qui montrent déjà le chemin que nous irons là-bas pour gagner. Et les premières personnes qui sont contre eux, ce sont leurs propres frères. En fait, tu veux quelque chose dont personne n'a jamais imaginé gagner. Et puis, les gens te disent, non, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ils te disent que, petit frère, le banga que tu fumes là est mentholé. Ça dit, les joueurs ont joué des éliminatoires. Ils se sont battus. Ils ont souffert. Ils ont décroché la qualification en Algérie dans des situations difficiles. Et maintenant, on leur dit, maintenant que vous êtes en Coupe du Monde, il faut aller gagner. Ils regardent Samy, ils disent, pourquoi tu nous hais comme ça? On t'a fait quoi? On t'a dit qu'on va aller gagner. On t'a dit ça. Est-ce qu'on a les joueurs pour aller gagner? Non, essaye un peu de comprendre ça. C'est-à-dire que ton frère vient te voir. Que bon voilà, je veux que tu m'aides là, j'ai envie de faire le pouce. Si tu peux me trouver quelque chose, je vais acheter le pouce et commencer à faire. Tu dis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je ne te prête pas de l'argent, je te donne l'argent. Mais il faudrait que dans 1 an, que tu aies 2 pouces, et dans 3 ans, que tu en aies 4. Donc tu lui dis, je ne veux pas que tu sois seulement un pousseur. Je veux que dans 10 ans, tu aies une compagnie de pouces. Et puis il te regarde, il te dit, je t'ai fait quoi? Pourquoi? Parce que l'excellence est devenue un défaut. En fait, c'est même un péché au Cameroun. L'excellence est un péché. C'est-à-dire que quand tu veux l'excellence et quand tu veux pousser les gens à être excellents, non, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. Il n'a pas dit, il faut qu'on aille perdre. Il n'a pas dit, gars, battez-vous si on peut même gagner 2 matchs. Non. Il dit, on part pour gagner. C'est-à-dire, il souhaite le meilleur. Et on commence à lui donner toutes les raisons pourquoi il ne peut pas gagner. Il dit non, il n'y a pas de problème. Mais je dis, on doit aller gagner. Il y a toutes ces raisons-là. Oui, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Oui, on n'a pas tel joueur. Oui, je sais. Mais on doit aller gagner. Pourquoi? Et c'est très important. Si tu n'as pas l'intention d'aller gagner la Coupe du Monde, ne te qualifie pas. Et c'est là où on revient sur le nouveau vin
dans des vases neufs. Mais comme les vases n'étaient pas neufs, donc quand tu mets le nouveau vin, ça ne passe pas. Mais si c'était la génération qui arrive, non. Ça dit que, ils allaient être galvanisés. Pourquoi? Parce que même le public, en fait, demande la médiocrité aux joueurs. Ces joueurs sont payés. Ils sont payés pourquoi? Dans leur club, lorsqu'ils ne gagnent pas, on leur demande des comptes. Tu arrives en équipe nationale, tu es payé. On te demande les comptes. Tu dis, mais attends, pourquoi tu me demandes les comptes? Toi, c'est qui? Une Coupe du Monde. Et les gens se plaignent que quelqu'un a dit, il faut qu'on aille gagner la Coupe du Monde. Ça dit, notre mentalité, nous sommes tellement brisés que même quand quelqu'un essaie de nous dire qu'on peut faire mieux, on commence à dire que la personne là, son bang est mentolé. Une personne qui te dit que mais ça fait des années que tu dors. Réveille-toi. Tu as des capacités, tu as des qualités de pouvoir gagner une Coupe du Monde. Et toi, tu lui réponds que gars, je t'ai dit que je dors mal. À mon époque, si on avait eu un discours pareil, on allait gagner. Je crois dans un podcast, Samy a dit que la Coupe du Monde 2002, on devait la gagner. Et il avait raison. Mais on n'avait pas eu le discours qu'il leur a donné. Si on avait eu ce discours-là, parce que on n'a jamais eu la mentalité, par exemple, qu'on avait quand on partait en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique, ne pas gagner est un désastre. C'est un désastre, c'est-à-dire que en Coupe d'Afrique, il n'y a pas de choix. Si on ne gagne pas sur une mauvaise Coupe d'Afrique, on peut finir en demi-finale, on peut même finir finaliste sur une mauvaise coupe, parce que dans notre tête, quand on partait en compétition, on partait pour un mois. On ne pouvait pas revenir avant. En fait, ça nous effleurait même pas qu'on va revenir avant. Maintenant, quand on part en Coupe du Monde, c'est complètement différent. On commence à parler du premier tour, on essaye de voir est-ce que, en fait, on devient des mathématiciens. Si on gagne le match, si l'autre gagne et que l'autre perd. Mais en Coupe d'Afrique, on n'a jamais eu ce problème-là. Ce sont les autres qui faisaient des calculs. Est-ce qu'on va faire? Nous, on n'avait pas le temps. Nous sommes venus gagner, on gagne, on rentre. Et c'est pour cela qu'on avait une certaine assurance en Coupe d'Afrique. Mais on n'amenait pas la même mentalité en Coupe du Monde. Donc, on n'avait pas gagné la Coupe du Monde parce qu'on n'avait pas la mentalité qu'on avait en Coupe d'Afrique. Regarde par exemple comment on réagit lorsqu'on ne gagne pas la Coupe d'Afrique. Tout le monde est fâché, mais regarde comment ça se passe quand on ne gagne pas la Coupe du Monde. Lorsqu'on passe le premier tour, on est célébré. Ça dit que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ait passé le premier tour. C'est extraordinaire. Vu les joueurs qu'on a, on devrait même pas célébrer quand on passe au premier tour. Ça devrait être normal de passer au premier tour. Et je prie que lorsque la prochaine génération sera là, qui est Samy et Rigaud, parce que ces gars ont faim, ces jeunes ont faim. Ils ont faim de prouver, ils ont faim de surpasser ce que leurs aînés ont déjà fait. Ils ont faim. Et quand tu as deux personnes comme Samy et Rigaud, qui eux aussi ont faim, parce que c'est ça, c'est-à-dire, ils veulent faire ce que personne n'a jamais fait. C'est ça leur motivation. Et c'est pour ça que le Dieu s'entend bien. Parce qu'ils ont cette ambition-là. Et quand tu as déjà deux personnes comme ça, plus les joueurs qui veulent aussi avoir leur nom au Panthéon, on aura une équipe parfaite. Et c'est là où tout se passe. Pour en arriver là, il faut la discipline. Et la première discipline, c'est le respect. Si tu as des joueurs qui ne respectent pas l'entraîneur, qui ne respectent pas le président de l'Africa Foot, qui ne se respectent pas entre eux, il faut laisser partir ces joueurs-là. Parce que pour gagner la Coupe du Monde, il ne te faut pas les grands joueurs. Il te faut une grande équipe. Et on a vu une fois qu'ils sont arrivés en Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu un problème de quoi? Discipline. Discipline dans le jeu. Discipline dans les vestiaires, discipline aux entraînements, discipline dans le groupe. Et quand Rigaud prend la décision de laisser partir Onana, j'ai pas trouvé quelque chose d'étrange là-dedans. Ça arrive dans tous les clubs. Et ce n'est pas quelque chose de particulier. Si Rigaud trouve que Onana ne peut pas s'intégrer à sa philosophie,
Rigaud doit laisser partir Onana. C'est simple, ça dit. Pour moi, je ne vois pas où est le problème. Nous, c'est ça qu'il dit, nous ne sommes pas en train de parler de grands joueurs. On parle d'un vestiaire. Et si l'entraîneur trouve que, ah non, ce joueur-ci, ça ne va pas aller avec le vestiaire, tu le mets de côté. Mais, et c'est là où tu comprends quand je te disais que chacun connaît son rôle. Chacun joue son rôle. Chacun sait ce qu'il a à faire. Parce que, si Samy s'impliquait dans les choix de Rigaud, Samy n'aurait jamais entériné le choix de Rigaud pour dire qu'on n'en a pas. Si Rigaud a déjà dit que je ne veux pas tel joueur dans le vestiaire, même si Samy aime le joueur, Samy ne peut pas dire à Rigaud que non, s'il te plaît, il faut. Pourquoi? Parce que c'est Rigaud qui vit dans le vestiaire. C'est pas Samy. C'est Rigaud qui vit dans le vestiaire. Il est dans le vestiaire. Et s'il constate un joueur ne s'adapte pas à la philosophie, tu le mets de côté. Samy n'a rien à dire à Rigaud à ce sujet-là. Et ça s'est vu. Quand Rigaud a dit quelque chose, Samy a dit, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, si Samy imposait Onana de revenir, tout le monde allait dire que voilà, c'est Samy qui fait l'équipe. Maintenant que Samy n'a pas imposé, on dit Samy est jaloux. C'est-à-dire que tu ne peux jamais gagner. Tu peux pas gagner. Tu laisses l'entraîneur faire ce qu'il a fait. Maintenant, on dit que toi, tu es jaloux. Si maintenant, tu ne laisses pas l'entraîneur faire ce qu'il a fait, on dit, oh, tu es toujours en train c'est toi qui fais l'équipe, c'est toi qui fais l'équipe. Et je crois que ils ont appris de ça. La seule erreur qu'ils ont fait de tout leur parcours, la seule erreur, c'est d'accepter qu'Onana revienne. Parce que quand Onana revient, Onana ne revient pas en humilité. Il ne revient pas en demandant pardon. Parce que pour lui, il trouve qu'il n'a rien fait. Et moi, je n'ai pas un problème. Moi, je n'ancre pas dans le Onana mal parlé ou bien Onana. Non, moi, j'ancre dans le point que Rigaud choisit qui est dans son vestiaire. Maintenant, à partir du moment où l'affaire a pris une importance, où c'est maintenant des forces extérieures qui ont commencé à demander qu'Onana revienne. Et comme les Samy et Rigaud sont respectueux de nos valeurs, quand un aîné te supplie que non, il faut pardonner, il faut laisser, tu vois, il faut, tu te dis que non, gars, c'est le papa, c'est l'oncle, c'est l'aîné qui est venu parler, mais il ne fallait pas. Pourquoi? Parce que Rigaud connaît le caractère d'Onana. Samy connaît le caractère d'Onana. Et quand tu as quelque chose à construire, tu dois construire avec des gens qui vont avec le caractère de ton projet. Donc, même si Onana est le meilleur gardien du monde, s'il n'ancre pas dans le caractère de ton projet, tu ne l'appelles pas. Et le fait qu'ils aient accepté qu'Onana revienne par respect pour certaines personnes, qu'est-ce qui s'est passé? Rigaud est parti. C'est ça qu'il dit. Et je crois que ils ont appris de là. Quand tu as un projet, la première des choses, c'est la discipline. Une fois que la discipline est là, même si c'est qui vient te dire que non, il faut pardonner, tu dis non. Oui, je pardonne, il n'y a pas de problème. Mais tant que celui-là ne revient pas. Maintenant, si vous voulez qu'il revienne, limogez-moi. Puisque s'il revient, il revient en force. Il ne revient pas en s'abaissant que voilà, moi, je te demande pardon, j'ai fait quelque chose. Non, parce que si le joueur trouve qu'il n'a rien fait, c'est de son droit. Mais maintenant, tu as besoin d'un vestiaire que quand tu dis à un joueur saute, il saute. Mais si tu as des joueurs, quand tu dis saute, il dit mais pourquoi? Ce sera difficile. Ça veut dire que tu n'as pas le vestiaire. Ça veut dire qu'ils ne te font pas confiance. Parce que la discipline, surtout dans ce genre de projet, c'est l'élément essentiel. La discipline, c'est pas la qualité du joueur, c'est la discipline parce que tu auras la qualité. Tu auras de la qualité s'il y a la discipline. Mais s'il n'y a pas de discipline de groupe, c'est impossible. Évidemment, je suis pas en train de dire que Onana a dit ou bien a fait des choses parce que non. Moi, j'ai toujours bien aimé Onana. Pour moi, Onana de l'Inter de Milan était le meilleur gardien de loin, c'est-à-dire du monde, de loin. Il n'y avait pas un seul gardien qui était proche de son talent. Mais quand il y a un projet et que un joueur ne peut pas s'entendre avec un entraîneur,
l'entraîneur, tu mets le joueur de côté. Ma propre expérience, ça a toujours été comme ça. Je m'entends pas avec un entraîneur. On peut pas rester dans le même vestiaire. On ne peut pas. L'un de nous doit partir. Mais moi, je ne suis jamais parti au club et puis dire, non, il faut que l'entraîneur parte. Non, parce que j'ai jamais voulu que quelqu'un perde son boulot. Moi, je partais au club pour dire, il faut que je parte. Moi, je peux pas travailler avec lui. Ils disent, non, tu sais, j'ai dit, non, moi, il faut que je parte. Donc, ce sont des choses qui se passent constamment dans les vestiaires. Les relations joueur-entraîneur, ça se passe constamment. Et quand on arrive à un point où, toi, le joueur, tu ne peux pas aller t'excuser ou bien te rabaisser, ça veut dire que tu trouves que toi, tu as raison. Bien. Si l'entraîneur, lui, trouve que lui, il a raison, comment le vestiaire va vivre? Donc, je crois que c'était ça la seule erreur qu'ils ont fait, c'est de laisser qu'Onana revienne. Marc Brice, comment évalues-tu ses premières impressions et sa relation avec le président Samuel Eto'o et la FECAFOOT? Tu sais, de tout le temps que Rigaud était là, il y a des gens qui travaillaient pour qu'il échoue. En fait, Rigaud travaille pour le Cameroun. Et il y a des gens au Cameroun qui travaillent jour et nuit pour qu'il échoue. Parce que quand tu vois la façon que le nouvel entraîneur arrivait, la rapidité et puis la violence avec laquelle le nouvel entraîneur arrivait, tu comprends qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que Rigaud échoue. Mais comme Rigaud travaillait pour le Cameroun, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que le Cameroun échoue. C'est ça l'histoire. La pire punition que Dieu puisse te donner, c'est de n'avoir pas le cœur en paix. Parce que quand tu n'as pas le cœur en paix, non. Les choses que tu vas faire, que tu vas dire, les gens vont te regarder, vont dire, mais attends, je pensais que cette personne était plus intelligente que ça. Et c'est pour ça que tu vois, il n'y a pas de paix. C'est-à-dire que même quand Samy ne dit rien, quelqu'un va se lever, il fait l'interview. Ah, mon frère, qui t'a provoqué? Et tu vas voir qu'il y aura toujours du bruit. Ils ne peuvent pas avoir la paix. Pourquoi? Et je ne parle même pas de Samy. Je dis ce qu'ils ont fait à Rigaud. Il n'a jamais été honoré. Ils n'ont jamais rien dit de bon sur lui. Du matin au soir, ils ont essayé de nous convaincre que Rigaud n'était pas un bon entraîneur, Rigaud n'était pas intelligent, Rigaud n'était pas éduqué. Rigaud les a respectés jusqu'à la fin. Rigaud a une maturité incroyable. Il a gardé sa dignité. Il sait ce qu'on lui a fait. Il sait les bâtons qu'on a pu mettre sur son chemin. Il le sait. Parce que la plupart de ces gens-là étaient autour de l'équipe. Mais jamais tu as entendu Rigaud dire quelque chose de déplacé sur l'un d'eux. Jamais. Et c'est pour cela que je pense que Jésus a guéri les peines de son cœur. Parce que quand tu le vois maintenant, le gars est épanoui. Mais un jour, on demandera pardon à Rigaud pour ce qu'on lui a fait. On demandera pardon. Et maintenant que Rigaud est dehors, on se tourne vers Samy pour que lui aussi qu'il s'en aille. Pour comprendre la situation de Samy, je voudrais que tu lises Jérémie 1, versets 17 à 19. Parce que la situation de Samy est très simple. C'est-à-dire, on en fait des grands débats, des suppositions. Mais la situation de Samy est très simple. Ça se résume à Jérémie 1, verset 17-19. Quand que Samy reste à côté de Jésus, sa mission va continuer. Mais il y a aussi un truc, parce que je crois que quand on ne connaît pas la personne, on fait certaines erreurs. Plus il y a des challenges, plus Samy devient meilleur. Ça, c'est juste comme ça qu'il est. Plus tu cherches à le rabaisser, plus il devient meilleur. Il a été un compétiteur toute sa vie. Alors, quand tu lui donnes l'occasion de compétir, il ne va pas dire non. Et comme tu es venu dans son domaine, le combattre, il va se régaler. Mais ce passage-là résume toute la situation de ce que Samy est en train de vivre maintenant. Tout le reste qu'on va dire, tout le reste qu'on va parler. Et c'est très intéressant quand le Seigneur dit ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi je fais de toi aujourd'hui. Le Seigneur dit moi je fais de toi aujourd'hui. J'espère que Samy ne va pas se décourager. J'espère qu'il va continuer à marcher avec Jésus.
Parce que marcher avec Jésus, c'est aussi comprendre que même les gens qui te détestent, même les gens qui travaillent contre toi, sont importants aux yeux de Jésus parce que il les a tous créés. Et quand tu travailles pour le football camerounais, tu travailles aussi même pour des gens qui te détestent. Parce qu'ils sont camerounais, donc tu travailles aussi pour eux. Tu n'as rien à leur prouver. Quand Dieu t'a mis à un certain niveau, il ne t'a pas mis là pour les émotions. Il t'a mis pour que tu fasses un travail. Il t'a mis pour que tu inspires d'autres. Tu peux pas inspirer tout le monde. Mais ceux que tu vas inspirer vont changer leur quotidien. On veut que Samy soit sain. Pourquoi? Samy a ses qualités. Ce sont ses qualités qui nous intéressent. Parce que parfois, on veut lui demander d'être ce que nous, on peut pas être. Il faut qu'il soit sain. Il faut qu'il soit humble. Quand je vois Samy, j'apprends ce que je peux prendre, je prends. Et c'est comme ça. Mais ce n'est pas mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus. Mais quand je vois Samy, je vois ce qu'il est en train de réaliser. Je vois comment il est en train de se battre pour d'autres personnes. Je rends gloire à Dieu. Mais maintenant, s'il fait des erreurs en cours de chemin, je ne vais pas m'offusquer et dire, oh, mais comment, Samy, toi aussi, comment tu peux faire? Non, parce que c'est un homme. Et je sais qu'il peut faire des erreurs. Mais les erreurs que Samy pourra faire ne changeront jamais ce qu'il a apporté. Ne changeront jamais ce qu'il va apporter. Parce que lui, comme nous tous, il se bat pour devenir une meilleure personne. Et il a beaucoup changé. Samy a beaucoup changé. Il a fait un travail. Il a fait un travail en lui énorme. Mais aussi, je ne veux pas qu'il change complètement cette confiance, cette petite arrogance qui fait en sorte que Samy peut aller dans un meeting pour négocier pour la FECAFOOT et ne pas se faire corrompre. Parce que si maintenant il change complètement et qu'il devient tout doux, ah non, ça c'est pas bon. Donc je crois que comme il a changé là, c'est bon qu'il reste comme ça, qu'il ne descende pas plus que ça. Parce qu'on a toujours besoin de cette confiance-là, cette arrogance-là. C'est cette arrogance-là qui fait en sorte qu'il ne veut pas que son nom soit mêlé dans une affaire de corruption. Parce que la première corruption, c'est la corruption du cœur. Une fois qu'on a corrompu le cœur, c'est fini. Donc, il a cette fierté-là du nom que son père lui a donné. Je peux faire des erreurs, mais il y a des situations où je ne peux jamais mettre le nom de mon père. Et pour moi, c'est cette fierté-là. Parce que quand on a quelqu'un comme ça, qui ne peut pas se laisser corrompre, ne demandons pas d'autres qualités, parce que il a déjà une qualité majeure qui est très difficile. C'est pour ça que je glorifie Dieu de la force de caractère que Samy a. Alors moi je dis on devrait beaucoup prier pour Samy, parce que quand on a quelqu'un qui est dans cette position-là, qui ne tombe pas dans la corruption du cœur et la corruption matérielle. Il faut prier pour qu'il reste comme ça. Parce que ça, c'est un autre truc. Ça dit que on a des gens qui ont certaines valeurs et on se bat pas pour qu'ils gardent ces valeurs. Et si demain il tombe, tout le monde va dire, ah, on savait, ah, dis donc, il est comme tout le monde. Pour moi, rien que cette valeur-là, il peut ne pas être gentil, il peut même mal parler aux gens, il peut même. Mais il a une valeur qui peut dire beaucoup aux jeunes, qui montre aux jeunes que je peux réussir sans être corrompu. Un dernier mot? C'est de souhaiter une bonne année à tout le monde. C'est de souhaiter que tout le monde connaisse Jésus, expérimente son amour, sa joie et sa paix.